Bonsoir à tous. Utiliser, rechercher, consommer du logiciel open source? Plus difficile que d'utiliser du logiciel propriétaire? Certainement pas, mais pour ça, il faut s'intéresser à l'open source et connaître un certain nombre de règles pour limiter les risques. La vidéo de ce soir va avoir pour objectif de définir ces règles et de vous apporter les bonnes pratiques pour bien utiliser l'open source au quotidien. Jingle! Alors, avant d'essayer de savoir comment bien consommer de l'open source, il est important qu'on essaye de comprendre pourquoi utiliser de l'open source. La première raison, c'est effectivement parce que l'open source, c'est quelque chose qui est accessible, c'est du code librement accessible, modifiable, redistribuable. On a donc un gain en transparence. On va obtenir la capacité de pouvoir de façon complètement libre, analyser le code, le tester, regarder comment il fonctionne, et sans avoir à souscrire à la moindre licence, à la moindre souscription. Ça nous offre un certain nombre de possibilités. La possibilité de, comme je viens de le dire, de l'évaluer avant de l'adopter, de pouvoir aller dans une profondeur importante dans l'analyse de son fonctionnement et finalement ne pas s'engager avant d'avoir une réelle vision claire de ce que le logiciel peut proposer, sans pour autant être obligé d'attendre qu'un éditeur nous explique la qualité de son logiciel et qui nous en fasse finalement une publicité qui potentiellement n'est pas représentative de la réalité de la qualité du produit. Justement, l'objectif, c'est bien qu'on aille dans une démarche d'analyse autonome de la qualité à la fois du code, mais à la fois du logiciel et du code dans son exécution. L'avantage, effectivement, je l'ai dit, c'est que du coup, nous n'avons pas besoin de payer quoi que ce soit pour rentrer dans cette démarche de test de façon complètement libre. Et on va pouvoir effectivement mesurer l'utilisabilité du logiciel. Alors ça peut aller d'un logiciel grand public, un logiciel euh, end-user, on va dire, ou d'une librairie, ou d'un composant logiciel, ou d'un élément de middleware, un serveur. Et tout ça, effectivement, se fait et doit par contre se faire en autonomie. Alors l'autonomie, ça veut dire aussi qu'il y a une responsabilité d'investigation. On va probablement être moins accompagné, mais en tout cas, on va pouvoir aller au plus profond de l'utilisation du logiciel. Euh, la seule contrainte, ça va être notre curiosité et notre volonté de vraiment vouloir exploiter la totalité des fonctionnalités du logiciel. Cet acquis de l'open source et ses possibilités va nous apporter un certain nombre de gains. Des gains dans une démarche d'innovation et de la possibilité d'innover de façon importante mais aussi rapidement, une capacité à réduire les coûts. Le logiciel open source vient sans souscription et du coup effectivement au-delà du coût et de la compétence et le développement de la compétence nécessaire, il n'y aura pas de coût de licence et on a vu dans d'autres vidéos que le coût du support peut largement être réduit parce que nous ne sommes pas obligés de souscrire au support de l'éditeur qui produit le logiciel. Ce qui est important, c'est effectivement aussi de gagner le bénéfice de communautés d'utilisateurs et de communautés de contributeurs et de développeurs très actives. Alors, tout dépendra des logiciels qu'on va sélectionner. Et puis, on va avoir aussi un gain en transparence et en sécurité. Beaucoup de gens considèrent que parce qu'on va utiliser du logiciel open source, on va prendre un risque. En fait, souvent, c'est l'inverse. Et il faut quand même se dire qu'une grosse partie du logiciel propriétaire s'appuie sur du logiciel open source. Donc l'argumentaire sur la sécurité, souvent, c'est une déformation qui est produite par les éditeurs logiciels pour essayer de valoriser leurs produits, mais ce n'est pas une réalité. En tout cas, on parle bien de valeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'open source, c'est une promesse de valeur. Alors, les enjeux autour de la consommation d'open source et de logiciels open source, bah, ça va être effectivement un enjeu et une nécessité de contrôler les risques. Donc, mais cette capacité, elle est réelle. On va effectivement pouvoir évaluer avant d'adopter, mais il va falloir qu'on fasse un travail pour regarder, pour déterminer la qualité du code, pour regarder la qualité de la documentation et pour analyser la taille et l'efficacité et la dynamique de la communauté. Tous les programmes open source n'ont absolument pas le même niveau de, d'efficacité dans la rédaction documentaire, n'ont pas les mêmes dimensions en termes de communauté et de personnes qui maintiennent le code, qui font évoluer le logiciel, et forcément il y a une résultante sur la qualité du code.
Donc, il va falloir apprendre à regarder un certain nombre de marqueurs, de signaux qui vont nous permettre de détecter quand un programme open source est mature et quand il ne l'est pas. Donc, ça passe aussi par la nécessité de s'approprier un certain nombre de connaissances des obligations autour du logiciel. Alors ça passe par les connaissances autour des licences, et on l'a vu quand on avait vu la vidéo sur les OSPO, qu'il fallait effectivement s'équiper, s'organiser dans la société pour avoir et construire ce fameux Open Source Program Office, et de mettre en place une structure d'études, d'expertise autour des sujets de l'open source, à la fois sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects juridiques, sur les aspects stratégiques, et donc bien comprendre les licences, bien comprendre les obligations qui sont attachées à ces licences, c'est quelque chose d'indispensable. Enfin, le dernier des enjeux, c'est un enjeu qu'on a vu quand on regardait l'équivalent de la pyramide de Maslow, quand on a parlé des OSPO, c'est un engagement social. Il arrive quand on a atteint une certaine maturité, une certaine capacité à s'intégrer dans le maillage, dans l'écosystème open source. Ça va être la volonté et la capacité de contribuer en retour. Mais ça commence très tôt. On peut contribuer en proposant des correctifs. Ça veut dire qu'on a atteint déjà une bonne connaissance du logiciel, mais on peut aussi contribuer très rapidement en remontant des bugs, en proposant des améliorations, mais sans forcément les développer, hein, en évoquant avec la core team la nécessité ou la possibilité de mettre telle ou telle fonctionnalité. Et on peut aussi faire de la communication, faire de l'apport en industrie, faire de l'apport en finance, hein, aider de façon financière le projet. Il y a énormément de façons de contribuer. Encore une fois, ça se fait. Ma vidéo est très orientée sur la consommation de l'open source dans le cadre de l'entreprise, mais ça peut se faire individuellement. Ça peut se faire dans plein de modalités différentes et dans plein de contextes d'utilisation du logiciel open source différentes. Alors maintenant, si on essaye de regarder un petit peu les critères de sélection d'un projet open source, il va y avoir un certain nombre de fondamentaux qu'il va falloir regarder. Le premier, on l'a vu, c'est la licence. S'assurer déjà que le logiciel a une licence. S'il n'a pas de licence, il ne faut pas le consommer. Parce que ça veut dire qu'effectivement, il ne définit pas un cadre d'usage. Alors quand je dis il ne faut pas le consommer, il ne faut pas le consommer dans un contexte professionnel. Parce qu'on ne va pas maîtriser réellement la définition claire de la propriété intellectuelle. Alors elle va être identifiée puisqu'on a bien quelqu'un qui met à disposition ce code, mais par contre, on ne sait pas dans quelle disposition il le met il le diffuse. Donc, s'il n'y a pas de licence, n'utilisez pas un logiciel open source. Ensuite, il va effectivement falloir regarder la taille et l'activité de la communauté. Si vous avez très peu de contributeurs, très peu de commits faits par ces contributeurs, ça veut dire que le programme n'est pas assez dynamique et que du coup, on peut s'inquiéter sur sa capacité à être maintenu dans le temps et à corriger d'éventuels bugs ou créer de nouvelles fonctionnalités, apporter des nouvelles fonctionnalités. Donc la taille et l'activité de la communauté, c'est quelque chose de très important. On va aller plus loin, on va parler de santé du projet. Donc il faut aussi regarder de quand date la dernière mise à jour, parce qu'effectivement on peut voir par exemple un programme open source qui a eu un gros niveau de fonctionnement avec énormément d'activités, avec donc une base de contributeurs qui est très élevée, et pour autant qui commence à s'essouffler. Donc il faut faire attention, il y a aussi une périodicité, hein, les développeurs ont des périodes où ils sont plus actifs que d'autres et ainsi de suite. Et encore une fois, il ne faut pas s'interdire d'utiliser un logiciel open source si la communauté n'est pas pharaonique, hein. Il peut y avoir des projets avec des core teams assez resserrés et pourtant très efficaces avec la volonté de fournir une solution et de la maintenir de façon efficace. Donc regardez la date de dernière mise à jour, regardez le nombre d'issues, c'est-à-dire de demandes de résolution de correctifs ou d'apports de fonctionnalités qui sont mis en place sur les forges, sur GitLab, sur GitHub, là où c'est diffusé. Et regardez à quelle fréquence elles sont corrigées, au bout de combien de temps elles sont corrigées, et si effectivement vous arrivez à détecter un flux régulier d'issues ouvertes et fermées, et bien ça veut dire que même si la fréquence en termes de commit est faible, la volonté d'intégrer les fonctions des utilisateurs est forte. Donc c'est un signal positif. Évidemment, il faut être attentif au processus de sécurité et à la fiabilité. Savoir si le code qui est mis en œuvre et la façon dont le logiciel est construit
est fait sur des principes d'intégration continue et de déploiement continu, et ça se matérialise par un certain nombre de badges qui démontent des couvertures de tests, qui prouvent le fait que régulièrement il y a des builds qui sont exécutés avec succès. Ces badges donnent un indicateur assez intéressant sur la fiabilité et sur la qualité du logiciel. Ce qui est important, c'est aussi d'aller regarder s'il existe des tests, si ces tests couvrent les aspects de sécurité logicielle, et si on voit que effectivement il peut exister des CVE. Le logiciel peut très bien, et plus le programme est gros, plus le logiciel est gros, plus on va avoir la potentialité de trouver des CVE, mais de regarder si elles sont traitées régulièrement. Après, on peut regarder aussi si par exemple ce sont des logiciels qui sont containerisés ou qui sont livrés sous forme de package, que dans le pipeline d'intégration continue, il y a des jobs, des actions qui sont réalisées pour contrôler la présence de CVE et d'analyser potentiellement les dépendances logicielles et de faire une analyse en profondeur récursive de l'ensemble des librairies utilisées et de s'assurer qu'elles sont régulièrement mises à jour. La présence d'un Renovate Boat, la présence de Semantic Version sont des signaux qui vont démontrer un projet bien outillé d'un point de vue processus de sécurité avec une volonté de produire un code fiable. Ensuite, et évidemment, la qualité de la documentation. Et là aussi, on va regarder des marqueurs qui sont intéressants, qui sont en lien avec la chaîne d'intégration continue, et la volonté de pouvoir générer de la documentation qui est attachée à une version du logiciel, qui a pour objectif de s'assurer qu'en permanence, le cycle de construction de la documentation est attaché au cycle de développement du logiciel. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut s'assurer qu'elle est exhaustive, claire, et d'une manière générale de bonne qualité. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de regarder l'adoption du logiciel par les utilisateurs. Plus vous allez trouver des traces d'utilisateurs, il y a un certain nombre d'outils qui vont permettre de pouvoir faire des recherches de dépendance, de recherche de dépendance inverse du logiciel pour savoir si par exemple une librairie est utilisée par un nombre important de projets. Et dans ces cas-là, ça démontre qu'effectivement, elle est considérée comme pertinente et de bonne qualité par les utilisateurs. Et du coup, c'est encore un marqueur qui potentiellement peut vous aider à sélectionner le bon logiciel. En tout cas, essayez d'utiliser au maximum les fonctionnalités que vous allez retrouver sur les sources de packaging, par exemple en Ruby sur RubyGem, mais à la fois sur les sources, sur les forges sur lesquelles c'est installé, GitLab, GitHub, s'il y a des outils qui vous permettent de regarder les dépendances inverses. Enfin, ce qui est important, c'est de regarder au-delà de la communauté, mais quelque part, déjà, est-ce qu'il y a une grosse communauté qui maintient le logiciel, mais aussi est-ce que ce logiciel est intégré dans une fondation. Par exemple, les projets qui sont produits par la Cloud Native Computing Foundation, quand on veut mettre en place des outils pour le cloud, c'est une garantie que les logiciels ont passé un processus d'incubation et que du coup leur qualité est démontrée, est prouvée par un processus porté par une fondation visant à garantir un niveau de qualité. Alors, le processus type d'intégration de l'open source dans une entreprise, il s'exécute avec un certain nombre d'étapes. La première étape, elle passe par l'identification du besoin. J'ai un besoin fonctionnel, j'ai un besoin métier, j'ai un besoin logiciel j'ai besoin d'un logiciel pour répondre à ce besoin fonctionnel ou métier. Donc là, c'est la question que tout le monde doit se poser. Est-ce qu'il existe un produit qui va me permettre de répondre à ce besoin ? Et puis, dans une entreprise qui a un open source programme Office, on va avoir une systématisation du challenge des solutions par des solutions propriétaires, autant, voire de façon prioritaire par rapport au logiciel propriétaire. Alors, une fois qu'on a identifié son besoin, on va passer dans la démarche de recherche et de présélection. Là, il y a énormément de sources pour faire ce genre de choses. On a des sites d'alternatives, open source alternatives, OpenHub, GitHub Trending, Awesome List, qui vont être des éléments qui vont permettre d'indexer des projets et de donner un nombre important d'éléments de contrôle. On en verra d'autres un peu plus tard. Une fois qu'on a fait ce travail de recherche et présélection,
on va rentrer dans l'évaluation fonctionnelle. Et c'est là que l'open source est intéressant, parce qu'effectivement, on va pouvoir le faire intégralement librement. On va pouvoir télécharger librement, on va pouvoir installer librement, et on va pouvoir le qualifier. Et plus la documentation est bonne, plus le niveau d'autonomie va être bon. Donc, quelque part, on est déjà en train de faire du contrôle et de l'évaluation de qualité des solutions, parce que l'autonomie, la capacité à le faire en parfaite autonomie, va être un des marqueurs importants. Après, il ne faut pas se leurrer. Plus le besoin fonctionnel nécessite une réponse technique complexe, plus la potentialité qu'on doive se faire assister est importante. Mais encore une fois, il existe un maillage important de sociétés spécialisées dans l'open source et dans le logiciel libre qui vont pouvoir vous accompagner. Ensuite, il va falloir effectivement, et là on a plus ça dans les grosses structures, avoir une validation interne. Est-ce que l'utilisation de ce logiciel est conforme avec la politique de l'entreprise, mais au-delà de ça, est-ce qu'il est conforme avec les enjeux business de l'entreprise? Et donc, est-ce que la licence du logiciel qu'on a choisi, ou des logiciels qu'on a choisis, va être compatible? Ensuite, on rentre dans la phase d'évaluation technique. Là, on va déployer en profondeur le logiciel, on va le contextualiser, on va faire ce qu'on appelle un staging, le mettre dans la situation de fonctionnement cible, et on va faire une batterie de tests, on va essayer de regarder, de stresser, de challenger le logiciel pour regarder si vraiment on a le niveau de réponse qu'on souhaite et qui correspond à la façon dont on veut l'utiliser. Une fois que ces tests ont été réalisés, on va passer dans la phase d'intégration. On va finir l'étape de staging. On l'a commencé dans l'évaluation technique. On va aller au bout du bout. On va le mettre dans la situation dans laquelle on s'attend à ce qu'il tourne en production dans notre entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle l'intégration. Donc là, on ajoute, on se met en mode projet, on l'injecte dans l'écosystème applicatif, et puis on va aller au bout du bout de la gestion des dépendances pour s'assurer réellement qu'il n'y a pas de problème d'intégration du logiciel dans notre contexte de notre système d'information ou dans le contexte technique dans lequel on veut l'utiliser. Et enfin, on doit faire du suivi. On doit rentrer dans une démarche régulière de veille, de surveillance des mises à jour et de contrôle régulier des aspects sécurité et des vulnérabilités potentielles du logiciel. Donc ça, c'est le processus type d'intégration qu'on va retrouver dans une entreprise qui a l'habitude, qui est mature dans sa démarche d'utilisation de l'open source. Comment on fait pour mettre en place ce processus d'intégration? On met en place une cellule d'études et de veille open source. Et souvent, elle est effectivement intégrée au sein de l'Open Source Program Office. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme type de ressources et pour quelle mission au sein de cette cellule d'études et de veille? On va trouver des experts, on va trouver des juristes, on va trouver des software asset managers, on va trouver des développeurs, on va trouver des intégrateurs, des architectes et potentiellement des fois aussi des utilisateurs avec un niveau de maturité assez élevé. Les missions qu'il va avoir à couvrir, il y a d'abord une mission de recherche, souvent c'est les experts qui la portent, et ensuite il va y avoir une mission d'études stratégiques, de veille métier. Donc là, on a les experts accompagnés par les juristes, par les software asset managers qui vont effectivement faire cette démarche de veille d'études stratégiques. C'est presque de l'étude concurrentielle pour le coup. C'est pour ça qu'on a besoin des SAM. Et puis, s'assurer aussi qu'on a bien un logiciel qui va être dans un contexte juridique propice pour qu'on puisse répondre aux enjeux d'utilisation et voir aux enjeux business qu'on a avec ce logiciel. Ensuite, on a la mission de veille de sécurité. On l'a vu, elle était à la fois en amont et en aval du processus d'intégration. Et là, c'est plutôt les développeurs, les experts qui ont porté cette responsabilité. Une fois que le logiciel est sélectionné, qui va être mis en place, on rentre dans la phase d'intégration. Là, il y a les intégrateurs ou les opérationnels de l'entreprise, les structures Ops de l'entreprise, les architectes, les développeurs qui vont effectivement travailler sous des modalités projet pour intégrer le logiciel dans le système d'information ou dans le contexte d'utilisation technique qu'on souhaite mettre en œuvre. Et enfin, on l'a dit, aller au bout du processus, ça veut dire contribuer sur le logiciel. Et puis là, c'est les développeurs, les intégrateurs qui portent cette mission. Cette cellule, elle a besoin d'outils. Et elle a besoin d'éléments qui lui permettent de juger de la qualité. Donc on va commencer par regarder le sujet par les métriques, par les éléments tangibles qui permettent de juger de la qualité. Le premier,
la première catégorie, on va parler de la santé du logiciel, et puis un petit peu de sa solidité et de l'ampleur de la réalisation. L'une des premières métriques qu'on voit souvent, c'est ce qu'on appelle le COMOCO, le Constructive Cost Model, qui a été mis en place par Barry Boehm en 1981, qui a pour objectif de donner un modèle pour estimer l'effort à produire pour fabriquer un logiciel au regard de sa complexité, au regard de la situation dans laquelle il est mis en œuvre. Maintenant, il y a des choses qui sont plus simples que ça. Il y a le nombre de commits récents, le nombre de pull requests, la rapidité de résolution des bugs et ainsi de suite, le nombre de contributeurs actifs. Où est-ce qu'on trouve ces informations? On l'a dit, dans les forges, sur un GitHub, via GitHub Insight par exemple, sur GitLab. On va pouvoir utiliser aussi des index, des sites qui sont spécialisés pour scroller l'ensemble des projets open source et de générer un état un peu synthétique d'un nombre important, encore plus que celle que j'ai mis ici, de métriques qui permettent de juger de la qualité du logiciel. Les principaux qu'on trouve, c'est OpenHub et libraries.io, qui effectivement font un crawling assez exhaustif. Hein. Moi-même, mes propres projets sont visibles sur OpenHub et sur Libraries. Donc je vous encourage vraiment à utiliser ces outils parce que ça va vraiment vous permettre de regarder à la fois si les bonnes pratiques sont mises en œuvre, s'il est bien sous licence, s'il y a bien une activité. Ça va vous permettre d'avoir une vue synoptique, une vue synthétique rapide pour juger de la qualité du logiciel. Ne leur faites pas uniquement confiance. Allez voir par vous-même. Allez regarder le nombre de commits. Il y a des choses qu'on va voir, il y a des choses qu'on va pas voir. Donc il faut effectivement faire de la recherche et récupérer ces informations et de les recroiser pour obtenir et se forger son propre avis. Ensuite, on a vu les enjeux de sécurité. Donc là, le nombre de dépendances, la fraîcheur des dépendances. Donc il y a des outils par exemple de LOWASP, hein, qui s'appelle Dependency Check, qui est très utilisé. Et puis après, il y a tout ce qu'on trouve dans ce que j'avais décrit sur les vidéos sur le DevOps, sur la partie DevSecOps, sur le contrôle des vulnérabilités. Donc des outils de SCA ou de scan. Claire, Snyk, Trivy, Sift. Alors j'ai mis plus des choses qui sont dans le monde du container, mais on en trouve énormément. On a besoin aussi du contrôle des métriques juridiques, donc ce qui va être les sujets autour des licences, la génération des SBOM, pour justement faire cette recherche sur les licences de façon récursive sur l'ensemble du périmètre de dépendance. Donc là, on a des outils comme Fossology, Hermine, je les avais décrits dans la vidéo sur les OSPO, donc je vous encourage, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, d'aller voir cette vidéo. Et puis la partie SBOM avec des standards comme Cyclone DX, par exemple. Encore une fois, c'est dans la même vidéo. Et puis enfin, il y a une métrique sur la dynamique du projet. Par exemple, le volume d'activités de support et de soutien, la dynamique de la communauté dans le sens le plus large possible autour de ce logiciel. Une excellente façon de mesurer de la dynamique du support, c'est Stack Overflow. Si vous voyez des questions qui sont posées sur un logiciel, c'est qu'il est utilisé. C'est que les gens veulent le mettre en œuvre et que peut-être ils ont besoin de soutien. Mais du coup, c'est quand même un marqueur très important. Alors je vais conclure ma vidéo et puis on va essayer de refaire un petit peu la synthèse des incontournables. Il y a un certain nombre de points qui de toute façon devront être contrôlés pour bien utiliser du logiciel open source. Le premier, c'est toujours vérifier qu'il a une licence. Donc ça, on rigole pas, vous n'utilisez pas un logiciel qui n'a pas de licence, qui n'est pas défini dans le cadre d'une licence, même que ce soit copyleft ou no copyleft, il faut qu'il y ait une licence. Ensuite, on privilégie les projets les plus actifs et les mieux documentés. On met en place une veille de sécurité et on s'assure que le logiciel, dans sa façon d'être développé, a dans ses chaînes d'intégration continue, dans l'ensemble des processus d'ingénierie qui sont mis en œuvre, les bonnes démarches et les bonnes méthodes pour contrôler régulièrement la sécurité. Mais nous aussi, en tant que consommateurs, on doit mettre en place ce contrôle de la sécurité. On doit s'appuyer sur un projet qui le met en place et mettre en place son propre contrôle. On doit contribuer à la communauté si possible. Et quand je dis si possible, encore une fois, je rappelle, ça peut se faire par la simple publication d'un bug report, par la simple demande d'évolution. Et puis ça peut aller encore mieux jusqu'au contributif, la proposition de code, ou l'apport en industrie, ou l'apport en industrie par autrui, en faisant appel à des sociétés qui vont développer pour vous et qui vont proposer le code qu'elles ont fabriqué en open source pour le projet. Enfin,
On l'a dit, hein, il faut, euh, il faut se structurer, il faut mettre en place des processus qu'on va pouvoir répéter. Et pour pouvoir répéter un processus, il faut le documenter, et il faut matérialiser ce processus, alors probablement au sein d'une structure comme un open source programme Office, mais le but, ça va être effectivement de rendre systématique la démarche qu'on vient de voir ensemble. Donc je vous remercie, et puis je vous attends pour la prochaine vidéo sur UltraGreen en espérant que ça vous a donné les clés pour bien utiliser de l'open source. Bonsoir.